définition de l'ergonomie, qui est donc inscrite ici. Donc, l'ergonomie est un ensemble de connaissances scientifiques relatives à l'homme, est nécessaire pour concevoir des outils, des machines, des dispositifs qui puissent être utilisés par le plus grand nombre, une notion importante, avec le maximum de confort, de sécurité et d'efficacité. Donc il y a là un certain nombre de mots-clés importants, les connaissances scientifiques sur le fonctionnement du corps humain, un fonctionnement à la fois physique mais aussi cognitif au niveau de l'homme. D'autres mots importants, l'utilisable par le plus grand nombre, ça c'est aussi une notion qui est primordiale, maximum de confort, de sécurité, ça pour préserver l'intégralité physique des hommes et des femmes qui travaillent, mais aussi l'efficacité. Je crois que là aussi c'est important qu'on puisse terminer cette définition par il faut que le système soit aussi efficace, bien entendu. Voilà. Donc, autrement dit, on pourrait aussi dire qu'il faut donc l'ergonomie consiste à adapter le travail à l'homme, ça c'est une notion importante aussi, et non pas le contraire. Donc notre variable d'ajustement, c'est le travail. C'est en fait les conditions de réalisation du travail, ça c'est un point essentiel. Et on distingue l'ergonomie de conception, la plus efficace, quand on agit dès la partie conception. Et nous, effectivement, nous les ergonomes, on travaille davantage sur l'ergonomie de correction. C'est-à-dire que voilà, le poste de travail est déjà là et il va falloir qu'on vienne amener des correctifs parce que justement on n'a pas conçu le dispositif à la base de manière ergonomique. Voilà, donc on a un diagramme qui explique un petit peu aussi cet aspect-là, c'est que l'ergonomie en fait trouve son inspiration dans l'activité de travail, qui est au centre ici de ce diagramme. On a besoin de comprendre l'activité réellement exercée par les hommes et les femmes qui travaillent. Donc on passe du temps en observation, il faut qu'on comprenne pourquoi les personnes agissent ainsi pour pouvoir ensuite les amener vers des transformations. Alors on va tenir compte des procédures de travail, de tout ce qui touche aux conditions, à la tâche en fait à réaliser, aux caractéristiques des opérateurs, aussi bien en termes de leur formation, leur expérience, leur âge, leur sexe, bien sûr, et dans le but d'obtenir plus de performance au niveau de l'entreprise, tout en préservant la santé des personnes qui travaillent. Voilà. Le principe, c'est celui-ci. Voilà, donc ensuite, la prévention des TMS, donc troubles musculo-squelettiques, on a effectivement, on peut dire, 3 types d'actions. La première, c'est essayer d'éliminer la contrainte en modifiant l'activité de travail, quand on peut le faire, par des réorganisations, des changements de mode de fabrication, la mécanisation aussi de certaines tâches, voire l'automatisation. Ça, c'est le premier point. Deuxième principe, quand on ne peut pas forcément éliminer le risque, c'est essayer de réduire la contrainte en modifiant son intensité, donc en modifiant l'effort à exercer, par exemple, en réduisant l'effort à exercer, en diminuant la durée d'exposition par des aménagements, afin d'alléger l'astreinte, c'est-à-dire le ressenti Et puis en troisième point aussi, on en discutait, c'est un point important, c'est former les salariés au risque, de manière à aux méthodes aussi d'analyse, de manière à ce qu'ils deviennent acteurs de leur propre situation de travail et qu'ils aient intégré toutes ces notions-là pour eux-mêmes s'approprient. En fait, et c'est à ce moment-là qu'on peut dire qu'on a gagné, c'est quand les opérateurs se sont appropriés tous ces principes-là et arrivent à adapter tout ça sur leur propre poste de travail. Je vais citer, pour illustrer tout ça, un exemple, une situation sur laquelle j'ai été amenée à travailler. Ça se passe ici dans l'entreprise Outils Océan, donc à Quimper. C'était en 2016. On a été amené justement à travailler sur les postes de piqueuses. Donc des personnes qui travaillent sur les machines justement pour fabriquer tout ce matériel que vous aviez devant vous. Et avec ces personnes, ces femmes au travail, on a essayé par exemple ici, vous voyez, de travailler sur l'assise, sur la posture assise d'une piqueuse en fait devant une machine à coudre. Cette posture assise, elle est spécifique. On a besoin en fait d'avoir le dos incliné vers l'avant, de se rapprocher au maximum de la tâche, c'est-à-dire de l'aiguille, pour pouvoir bien voir la tâche à réaliser, tout en ayant les 2 pieds en fait pris sur les pédales en fait, pour
faire fonctionner la machine. Donc l'assise, elle est la bonne assise en fait, l'assise qu'on a retenue, c'est une assise qui est donc légèrement inclinée vers l'avant, avec un dossier qui va appuyer aussi le dos, en fait, qui va bien épouser en fait ici la région lombaire et appuyer la personne vers l'avant. Donc en fait, on a travaillé avec elle, avec les personnes, pour arriver en fait à ce type de siège, pour lequel on a fait un certain nombre d'essais afin de trouver en fait le siège le plus approprié à la tâche. En fait, c'est dans ce sens-là en fait qu'on a essayé de travailler. Et puis, autre aménagement sur le poste, c'est aussi essayer de réduire ici, de diminuer la contrainte, diminuer l'effort sur l'épaule, en allégeant en fait tout ce qui concerne le poids, le maniement en fait de ces systèmes en accordéon là qu'il faut aussi coudre tout au long sur chaque étage. Donc tout ça fait quelque chose d'assez encombrant en fait à la fin. Donc il faut essayer, donc on a essayé ici de suspendre par un système d'attache le produit en fait sur un système de talons afin qu'on puisse alléger l'effort au niveau de l'épaule de la personne. Voilà. Donc la démarche de prévention, c'est celle-ci, c'est en fait l'ergonome, il va effectuer un diagnostic on va partager ça avec le groupe, avec les personnes qui sont là. On va accompagner ce groupe dans la définition des choix, faire des essais de matériel avec différents fournisseurs, faire des simulations, faire du maquettage en carton. On essaie d'arriver à imaginer le poste de travail et on assure le suivi. C'est la suivante. J'ai une question, quand vous parlez de formation, c'était quoi votre type de formation? C'est des choses que vous faites ou par de l'extérieur? Oui, on peut faire des formations PRAP, je ne sais pas si vous connaissez ça, prévention des risques liés à l'activité physique. Voilà. Le but étant de former les personnes en fait à se corriger en fait elles-mêmes sur leur poste de travail. Alors au niveau des manutentions, quelques repères. En fait, l'ergonomie se sert de repères, des normes françaises comme des repères pour l'action. Donc par exemple, on a dans la norme NFX de la FEMER, la 3509, on a des repères de seuil de poids maximum, de poids en fait pouvant être soulevé, soit par un homme, soit par une femme. Tout en sachant que dans les recommandations, on nous donne surtout le poids qui est là, c'est-à-dire le maximum en fait qu'on puisse porter, mais avec quand on est dans cette posture-là, c'est-à-dire les coudes au corps, plus proche du corps, sachant que si on tend les bras, forcément le poids maximum va être forcément réduit. Donc du coup ça passe de 25, ce qui signifie qu'on passe de 25 kg maximum quand on est au proche de son centre de gravité à 15 kg les bras tendus. Puis après, etc., quand on élève plus les bras, c'est peut-être 10 kg au niveau des épaules. Oui, donc il y a cette notion-là qu'il faut intégrer, c'est une notion d'effort, mais en tenant compte des bras de levier, en tenant compte de la hauteur de prise ou de la hauteur de dépose. Et pour les femmes, on a effectivement des seuils qui sont plus bas. On n'a pas l'égalité au niveau des charges, des seuils pouvant être soulevés. Donc ça, ce sont des repères qui sont donnés, qu'on peut intégrer en fait dans toutes nos analyses. Donc ça, c'est un exemple pour le corps, pour le poids, les seuils de poids maximum. Et puis on a la même chose dans une autre norme, c'est la diapo suivante, concernant les hauteurs de travail. Pour définir une hauteur de travail, par exemple d'un établi, d'une table, eh bien, on va tenir compte du travail à exécuter. Ce n'est pas la même chose de travailler en fait, sur un travail de précision comme ceci qui nécessite d'avoir les coudes, les coudes à cette hauteur-là, que de travailler sur une pièce plus lourde pour laquelle on aura besoin d'une ouverture des bras pour avoir le maximum de force. Ce n'est pas du tout la même hauteur qu'on va avoir dans la hauteur d'établi qu'on va pouvoir adapter. Donc on tient compte vraiment du travail à exécuter. Il n'y a pas de choses standards et puis ça correspondra à une moyenne, ça correspond à rien du tout. C'est ça le principe de base aussi, c'est vraiment tenir compte de l'activité de travail. Mais on dit quand même que la norme quand on travaille debout c'est 90. Ouais.
ça reste vraiment le repère qu'on a tous, 90. C'est vrai que la plupart des tapis sont à 90, tout est à 90. Or aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en fait c'est très gênant pour la plupart des opérateurs qui sont beaucoup plus grands que quand ces normes ont été écrites. La taille moyenne a largement augmenté, notamment pour les hommes et pour les femmes, c'est pareil. Et cette hauteur de 90, ça ne correspond plus à rien du tout. Aujourd'hui, tout ce qui est effectivement dessert, tapis, d'évacuation qui sont tous à 90, on n'hésite pas à les monter à 105, 110. Donc vous voyez, il y a presque un écart de 20 cm par rapport à c'est la hauteur du coude qui guide souvent. C'est la hauteur du coude en position debout. Donc on a des écarts importants, 20 cm, c'est quand même... Et aujourd'hui, voilà, ce serait beaucoup plus confortable de travailler à une hauteur entre 105 et 110 plutôt que 90. Voilà, et puis donc un autre principe, c'est pour dimensionner les postes de travail, on tient compte des angles de confort articulaire. Donc on nous fixe des angles de confort articulaire à la fois pour les épaules, pour les coudes, mais aussi pour les poignets, c'est-à-dire des angles maximum à ne pas dépasser. Donc on a par exemple en position debout ici pour l'épaule, entre 0 et 60 degrés d'élévation, on est dans la zone verte. Au-delà, jusqu'à 100 degrés, on est dans orange, et au-dessus, alors là, on passe en zone rouge, donc surtout, on ne peut pas être dans cette zone-là pour concevoir notre poste de travail. Donc là, ce sont les zones de confort articulaire. On a aussi une norme qui fixe toutes ces angles articulaires. Et puis, pour le plan de travail, excusez-moi, il y avait aussi ici le plan de travail. Pour une position assise, là c'est pour une position assise, on va définir une zone de confort, maximum de confort articulaire, qui est celle-ci, c'est-à-dire à 25 cm du bord de la table. Au-delà, jusqu'à 50 cm, on peut encore, bien sûr, positionner des éléments, mais ce sont des éléments dont on va se servir occasionnellement. Voilà. Et au-delà de 50 cm, par contre, là, on est en zone critique. Voilà quelques repères encore pour concevoir, pour placer des outils, on verra avec l'exemple tout à l'heure, des outils, par exemple des outils de travail sur un bureau, sur un établi. Après avoir traité les normes d'ergonomie, je vais un petit peu vous présenter comment ça se traduit au niveau des rangements professionnels et en particulier au niveau du portage. Mais avant, voir un petit peu comment ça se passe au niveau des évolutions de portage chez les clients. À chaque fois qu'on rencontre un client, quel que soit un petit peu le domaine, on va toujours prendre en conscience l'analyse des risques, le cahier des charges que le client souhaite. C'est bien d'avoir des EPI, mais il faut aussi, pour les porter, il faut aussi avoir un contenant pour les ranger et les avoir avec soi. Donc il y a toujours cette recherche de contenant pour les EPI. Ensuite, nos interlocuteurs sont les préventeurs et QSE. Pendant très longtemps, en fin de compte, les entreprises achetaient des sacs EPI le moins cher possible. Voilà, c'est toujours le budget. Et depuis quelques années, en fin de compte, l'évolution s'est faite. Enfin, il y a toujours une part de risque dans l'analyse des achats, à savoir toujours analyser le risque et aussi qui est un rôle d'acheteur, calcul de prix. Et donc tout est dans le cahier des charges. Maintenant, aujourd'hui, les acheteurs font attention à ces critères-là. Voilà, donc en fin de compte, intervention, les préventeurs et après les acheteurs, comme je viens de vous dire, qui intervenaient au niveau des achats, donc avec une notion de risque dans les achats. Comment un petit tableau pour schématiser un petit peu les différentes solutions de portage. Le portage à main, c'est un petit peu les exemples que je voulais vous montrer. Le portage à main, par exemple chez nous, en fin de compte, le portage à main, l'évolution a été faite au niveau de la poignée,
d'une simple sangle. Ici, on arrive avec une poignée, avec une prise en main beaucoup plus confortable. Donc voilà. Un portage à main, donc poignée anse, le poids transporté, on est sur un poids moyen, léger, voire poids moyen. Sur une distance plus ou moins courte, moyenne courte. Après la situation de travail, là vous avez donc les mains chargées, difficile de... Donc à la pression d'un coffre, comment dire, vous pouvez, c'est difficile. Dès que vous portez la sacoche à la main, l'autre main est juste là pour porter l'outil ou ouvrir un coffre, ces choses comme ça. Point de vigilance, attention à équilibrer les charges des deux côtés. Voilà. Le trolley, à l'exemple un autre, celle-ci par exemple, une machine. On peut transporter beaucoup plus d'outils. D'accord ? Là, sur deux sacoches, mais ici vous pouvez mettre effectivement une charge d'outils beaucoup plus importante. Par contre, sur une distance plus longue, les mains toujours occupées, mais vous pouvez aussi la traîner sur un terrain carrossable. Par contre, le problème, c'est le passage d'obstacles. Voilà. Ensuite, nous avons le portage à dos. Mon sac à dos, il est là, il y en a deux. Là aussi, pour les petites évolutions, c'est au niveau des bretelles, d'une bretelle un petit peu plus rigide, moins confortable. Les dernières générations épousent des épaules et est beaucoup plus confortable au porter. Donc là, bretelles, clés, harnais, ceinture, on peut transporter aisément donc sur le dos, un poids moyen, les mains sont libres, le passage d'obstacles forcément beaucoup plus facile, travail en hauteur, oui, parce que ça passe en trémoline, terrain accidenté aussi. Point de vigilance, donc deux bretelles, parce qu'évidemment une bretelle, problème de dos. Ensuite, le transport par épaule. Donc par épaule, c'est... Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Ça cache là. On est bien d'accord, une sacoche se porte ainsi. D'accord? Voilà, parce que sinon on va arriver forcément à un petit souci. Les techniciens portent toujours trop d'outils aussi. Et à l'épaule, ça risque à un moment donné de tirer sur un des côtés, à moins de changer de côté, mais bon, c'est pas non plus une solution. Donc le portage d'une sacoche se fait ainsi, tête épaule. Par une bandoulière, le poids transporté de faible ou moyen, sur une distance pareille, courte ou moyenne. Là, vous avez les mains libres. Le passage d'obstacles se fait aisément. Sur un terrain accidenté aussi. Voilà ce que je viens de vous dire. Donc, le point de vigilance, c'est le portage tête-épaule. Et chargé sur le côté, donc attention. Ensuite, nous avons des sacoches. Sacoche ceinture, donc ventrale ou à cuisse aussi, nous avons une autre portage à cuisse. Donc là, on est sur un transport de faible outillage, poids léger, pas de gêne. Travaux en hauteur possible, station debout aussi, sur les endroits confinés, parce que les sacoches ceinture ou cuisse sont étudiées pour. Et fermeture en déplacement sur le posture, oui. Lorsque vous êtes accroupi à une machine ou au sol, il faut à un moment donné donc refermer la sacoche pour éviter que les outils ne tombent et parfois ne tombent sur une autre machine qui entraîne un accident beaucoup plus important. Voilà un petit peu les différentes situations de portage. Donc, Cuisine Filtration, d'abord nous sommes voisins, parce que nous sommes basés à Quimper. Donc,
fabrique des filtres pour les moteurs diesel. C'est une entreprise américaine. Sur l'effectif sur Quimper est à 380 personnes. Et donc on a 5 divisions dans le groupe. On sommes dans la partie filtration. Et le groupe, c'est un effectif de 50 000 personnes. En ce qui me concerne, donc, je suis coordinateur amélioration continue. Quel est mon rôle réellement dans l'entreprise? En fait, c'est de piloter les chantiers d'amélioration. C'est de faire participer le maximum de personnes. C'est un des objectifs, un des indicateurs. C'est de faire en sorte qu'on applique des outils communs de résolution de problèmes. Axé sur la méthode. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce qui est un petit peu développé avec Outils Océan, des exemples d'amélioration simples. Et puis je vais mettre l'accent aussi sur des outils aussi qui sont simples et surtout une méthodologie. Là, c'est le premier exemple. C'est un travail qui a été développé avec Outils Océan. D'ailleurs, dans ce cadre de feature, Outils Océan nous livre des éléments filtrants qui est pour cet atelier qui est là. Et donc là, l'exemple, c'est une personne qui avait le dos sollicité et qui va chercher des cartons dans une caisse grillagée. Donc c'est des systèmes d'approvisionnement en flux tiré et c'est des petites quantités. Là, par exemple, dans la caisse grillagée, il y a plusieurs lots. Donc c'est pas satisfaisant. Et donc avec le travail de Outils Océan, on a réussi à trouver une solution, mais qui ne garantissait pas tout. Il fallait aussi que pendant le transport, là où on a un fournisseur qui nous fait de la préparation, il fallait que dans le transport, il n'y ait aucune chute de carton pour garantir la bonne qualité du produit. Donc voilà, ça c'est une des solutions simples, mais réalisées avec Outils Océan. Et surtout, c'est la participation très très active des opérateurs dans tous les cas. Et validée par eux, bien entendu. Excusez-moi, sur la photo précédente, en partie basse, vous devez ranger aussi des pièces, donc la personne est obligée de se baisser quand même. Oui, mais quand on regarde la fréquence, d'accord. Donc en fait, là en l'occurrence, on peut avoir jusqu'à 4 références dans l'armoire, et dans tous les cas, on va privilégier en fait les parties hautes. Partie haute de moi. Après, il faut ramener ça à la fréquence. Donc c'était très bien expliqué par Hélène Blascos tout à l'heure. Donc dans tous les cas, il faut regarder cette niveau-là. Et surtout, être satisfait de la réduction. D'accord. Et donc partir des mesures au départ de l'entreprise. C'est après qu'on regarde si on s'est amélioré, on fait aussi. Alors dans l'amélioration continue, ça porte bien son nom, ce qu'on veut en fait c'est être satisfait des petits pas. On garantit en fait l'amélioration, on standardise, on bloque le système pour assurer le maintien et ainsi de suite. Enfin bref, je ne vais pas m'étendre, mais c'est très très important. Donc voilà un petit exemple aussi. Donc là, ça montre tous les produits quelque part Outils Océan, avec donc les feutres qui sont donc livrés. Et donc dans un premier temps, on avait des risques de chute et de dégradation du produit. Et là, ce sont tout simplement des sangles textiles. Ce sont des sangles textiles avec un petit crochet plastique qui ont été installés. Donc ça a favorisé en fait le travail des opérateurs, bien entendu. Et puis, comme disait aussi Hélène Blascos, tout le monde y trouve son compte parce que derrière, on a de l'efficacité. Là également, c'est d'autres sangles. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être réalisé de plusieurs dimensions, les codes couleurs, on ne peut pas les mélanger, c'est très astucieux. Et donc là, vous voyez un élément filtrant. Ce produit-là, la sangle, permet de maintenir le produit dans son état cylindrique et d'assurer le bon travail par la suite. Voilà, alors là, j'ai voulu présenter ça parce que j'y tiens beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui permet une appropriation par les utilisateurs, les opérateurs. Donc je vais l'expliquer. C'est un outil qu'on a développé dans un chantier Kaizen. Donc chantier Kaizen, c'est l'amélioration continue. Hein. Le but dans ce type de chantier, c'est de mobiliser une équipe par rapport à un projet. Et donc dans ce cas de figure, on a développé ce type de produit sur un poste de travail qui avait été identifié comme étant à risque suite à des cotations économiques de l'entreprise. Donc ça avait été hiérarchisé que ce produit-là, ce poste-là devait être
traiter en particulier. Donc ça a été développé avec des opérateurs également. C'est un prototype, c'est facile à faire, c'est du carton, c'est fait en 10 minutes et c'est très productif. Donc on reprend exactement ce qui a été présenté tout à l'heure par Hélène Vascos. La différence, c'est que c'est l'utilisateur qui va s'en charger. Ça veut dire qu'on va aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Et on va étendre les... Donc, à l'arrivée, en fait, comment ça s'utilise? On a mis les gommettes là où réellement les outils étaient disposés. On fait la part des choses et on voit tout de suite qu'on a réduit et rapproché tous les postes, tous les outils. Donc, c'est très efficace. Les opérateurs le font. C'est garanti de bon fonctionnement. Ça reste l'état de prototype et ça a donné derrière l'occasion de développer ce produit. Alors ce produit, donc, il était en carton et je l'ai donc fait fabriquer en plexi. Alors quel est l'intérêt? C'est que je le mets sur un poste de travail, je le donne à l'opérateur ou au pilote du projet. Et si donc le chantier a des connotations un peu ergonomiques, il va l'utiliser. Il va le poser sur le poste de travail. Et puis, en vue de dessus, il va tout de suite voir en fait quels sont les outils qui sont hors limite. Voilà. Donc c'est très rapide, très efficace, et tout le monde voit la même chose. Dans l'amélioration continue, c'est ce qu'on essaie de faire en permanence, faire en sorte qu'on puisse rendre visible par l'ensemble la même chose. Donc le prototypage, entre autres, est une étape très très importante. Donc, alors là, en fait, dans cette démarche-là, il y avait cet outil, mais surtout, je l'associe systématiquement à la démarche 5S. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une démarche d'amélioration continue, c'est un outil d'amélioration très simple, très efficace, et qui est pour moi l'outil le plus performant et qui est utilisable par, je dirais, tout le monde. Alors, on va continuer sur la partie aménagement de services courrier logistique. Donc, je vais avec M. Adam me rejoindre, donc du Crédit Agricole du Finistère. Avant d'aller plus loin, outil Océan, c'est tous les contenants professionnels, les équipements professionnels dont Morgan vous a parlé. C'est aussi un département courrier logistique. Où on fait à la fois des sacs textiles pour le transport du courrier, mais aussi des aménagements complets de salles courrier avec du mobilier. Juste pour la petite histoire, avant de vous attaquer, M. Adam, le Crédit Agricole du Finistère, c'est un client historique. Je pense qu'on travaille avec vous depuis très longtemps. Et pour la petite histoire, l'ancien responsable d'outils Océan, quand il a créé l'entreprise en 87, avait besoin d'argent, il est allé voir le Crédit Agricole pour chercher un peu de sous. Et puis là, on lui a dit, vous faites des sacs, du textile, moi ça m'intéresse, j'ai un service courrier et j'ai besoin de sacs pour transporter mon courrier. Donc de là, Vianney Ancelin, qui nous a fait l'honneur de venir nous voir tout à l'heure, est descendu au service courrier et puis il a dit, vous travaillez comme ça, vous remplissez des cases, ouais d'accord, vous mettez votre courrier dans les cases et puis après le soir quand vous repartez, vous allez chercher vos paquets de courrier puis vous les mettez dans des sacoches et ça part avec le transporteur vers les différentes agences. Donc là, Vianney Ancelin a eu l'idée très ingénieuse de développer ce qu'on appelle la fameuse navette à courrier. Donc c'est une sacoche qui tient toute seule ouverte en case et qui supprime un bon nombre de manipulations puisqu'on remplit directement dans la sacoche. Et ensuite, quand le transporteur vient chercher ses sacs, il a plus à les fermer et à partir en tournée. C'est le sac navette qu'on a développé, breveté, grâce entre autres au Crédit Agricole et c'est pour ça que je tenais à rappeler cette petite anecdote. Voilà. Je peux vous laisser donc présenter l'entreprise, le contexte et puis un peu les contraintes et puis les objectifs quand on a travaillé ensemble sur le projet de la salle courrier. Donc voilà, nous sommes un groupe qui travaille sur le Finistère. Notre territoire, c'est le Finistère. Nous avons notre siège qui est à Quimper ici, sur lequel nous sommes à 500 salariés. Nous avons 120 agences sur le territoire. Donc qui dit 120 agences dit donc des transports de courrier
internes et postaux plutôt importants, parce que nous avons une salle courrier qui gère à la fois le courrier interne et le courrier postal. Donc nous sommes 1300 salariés à peu près, dont 500 au siège. Alors nous avons un siège qui est plutôt ancien, parce qu'il a une histoire, il a à peu près 40 ans. Nous avons pris la décision de ne pas le refaire, mais de le rénover, avec les contraintes liées à ça, à savoir que les murs, on ne peut pas les pousser, les murs sont là, donc il faut que l'on fasse avec, y compris pour la salle courrier. Nous avons après, pour des raisons internes de sécurité de notre site, nous sommes un siège social de banque, donc vous allez très bien comprendre que les accès sont très normés. C'était l'une de nos propres contraintes. Alors, nous avons aussi un transporteur de notre courrier interne qui est un prestataire externe qui collecte notre courrier dans les 120 agences le soir. Donc, quand nos agences ferment à 6 heures, il faut que le courrier qui quitte l'agence soit disponible dans les différents services du siège pour le lendemain matin à 8 heures. Donc ça veut dire qu'il y a du travail de nuit qui se fait. Le travail de nuit se fait par notre prestataire qui collecte, qui livre tout ça dans notre salle courrier. Ça veut dire qu'il faut mettre les moyens pour trier tout ça. Et sur des créneaux horaires qui sont en pleine nuit. Après, nous avons pris une décision aussi importante, c'est que nous avons changé tous les flux internes de notre courrier interne. Donc, savoir qu'avant, ce sont des personnes de mon service qui allaient porter le courrier dans chaque service. Là, on a pris la décision que c'était chaque service qui venait chercher le courrier à la salle courrier. Donc, quand on supprime du confort, vous comprenez bien, ça râle un petit peu. Quand on change les habitudes, donc il a fallu qu'on combine notre affaire pour que ça génère le moins de contraintes possible et que ça dérange le moins possible nos propres collègues. C'est pour ça que la place de la salle courrier a été primordiale par rapport à la circulation des salariés dans le siège. Après, on avait une contrainte, c'est aussi, comme on a une personne qui travaille en pleine nuit dans nos locaux, il fallait que la personne ait accès à nos locaux, mais qu'à la salle courrier, qu'elle ne puisse pas aller dans tout le siège qui est sous contrôle, bien sûr, en pleine nuit. Mais avant les travaux de rénovation, c'était pas le cas. Non, c'était pas le cas. La salle courrier avant était divisée en deux salles différentes, donc c'était pas très pratique. Donc l'accès au siège était normé, bien sûr, mais une fois qu'on entrait dans le siège, on avait accès à peu près partout. Donc on a fait en sorte que la personne puisse rentrer dans la salle courrier, mais qu'elle ne puisse pas aller plus loin. Et après, après, on a eu un autre souhait qui semblait important, c'est qu'on sécurise le transport de notre courrier. À savoir que nos sacoches vont du siège vers nos agences et des agences vers le siège. On a souhaité déjà tracer, c'était déjà le cas, mais on trace chaque sacoche. Une sacoche qui est le siège, il y a un code barre dessus, elle est bipée, donc il faut prévoir déjà de pouvoir mettre le code barre et que chaque sacoche est scellée. Donc ce sont des scellés à usage unique, donc comme ça, on sait quand c'est à peu près comme la plus grande là. Donc en disant qu'on le verra sur le photo tout à l'heure. Voilà, ça ressemble beaucoup à ça. C'est un petit peu plus grand que ça, mais donc ce sont des sacoches que l'on scelle qui sont des scellés à usage unique. C'est pour ça que si la sacoche est ouverte avant que les collègues en avance arrivent, on le sait tout de suite. Je vous rassure, il n'y a pas de valeur vénale là-dedans, ce sont des valeurs commerciales, ce sont des contrats clients, voilà, ce sont des... Voilà. Donc là, la sacoche est plombée, et pour déplomber la sacoche, on passe le scellé. Mais les boîtes sont plus grosses. Voilà. Donc, chose importante qui a largement fait qu'on a pensé notre salle courrier, c'est que le personnel qui travaille dans la salle courrier est du personnel du secteur protégé. Donc, ça veut dire qu'il y a des gestes qu'ils peuvent faire, des choses, des gestes qu'ils ne peuvent pas faire. Donc ça a été primordial dans la conception de nos meubles, tout à l'heure, de nos meubles de la salle courrier, qu'on évite qu'ils portent. Donc il y a des barres du courrier, qu'on évite de les porter.
Donc, on s'est vu plusieurs fois déjà avec Madame H, déjà, Ouais. quand on étudie déjà donc, ce qu'on voulait faire. Donc, la salle Courrier, c'est ça. Voilà, en Donc, fait, moi je peux rapidement, oui. la démarche qu'on a faite ensemble et qu'on fait en général chez nos clients, on fait une première visite, 2, 3, on vient sur le terrain, on vous rencontre, on analyse un petit peu les flux de courrier, vos besoins, votre fonctionnement actuel et vos besoins futurs, en prenant en compte toutes vos contraintes de réaménagement. Et puis après, nous, on se met en relation avec le bureau d'études. Donc, on a un bureau d'études chez Outils Océan où on rapporte tout ce qu'on a vu sur le terrain. On le rapporte au bureau d'études et au travers d'un travail collaboratif ensemble, on va sortir de là, effectivement, une proposition donc, de salle courrier avec un aménagement, des flux, en essayant d'être assez logique dans nos flux pour éviter qu'ils se croisent. Hein. Il y a les pieds postales qui arrivent par là, le départ prestataire qui part par là, donc on évite des croisements de flux. Et puis donc on revient avec notre proposition d'aménagement, nos préconisations en termes d'équipement et en termes de mobilier en respectant toujours ces normes d'ergonomie avec des hauteurs de table. Et c'est pour ça que je vous interpelle un petit peu, c'est toujours un petit peu compliqué en termes d'ergonomie quand nous on fait du tri, on a des opérateurs qui vont trier dans des cases de tri et l'opérateur travaille debout, pour autant le plan de travail il est à 750 et pas à 90, donc il est relativement bas. Et là où on se confronte un petit peu avec les ergonomes, c'est souvent les ergonomes nous disent c'est 90, mais moi je leur dis 90, si je mets 90, ça veut dire que mes cases elles vont être très hautes et que je vais piétiner beaucoup plus. Donc c'est toute cette difficulté qu'on a en termes d'ergonomie de trouver le bon équilibre et le bon dimensionnement aussi au niveau des sacs. Est-ce que les sacs sont pas trop volumineux, ça va être lourd à porter, etc. Donc voilà, donc nous on arrive avec notre proposition d'aménagement, on essaie de se mettre d'accord. Ouais. Et puis vous en parallèle, ce que vous avez fait aussi, c'est que vous êtes allé visiter d'autres banques équipées par nos équipements, donc, par nos mobiliers. Donc je ne sais pas si vous pouvez en parler un petit peu. Alors, donc avant de savoir ce qu'on voulait faire, on est allé voir donc, d'autres confrères ou d'autres collègues à moi, parce que donc, nous sommes plusieurs caisses en France. Donc je suis allé voir d'autres banques, pour ne pas citer de Nantes, hein, donc, sur lesquelles donc, ils sont dans un siège tout neuf depuis 4 ou 5 ans à peu près. Donc ils ont une salle courrier tout neuve, donc je suis allé voir ce qu'ils avaient fait. Donc ils avaient les mêmes contraintes que moi, sauf que moi, j'avais une contrainte, c'est que les murs là, je ne pouvais pas les bouger. Oui, donc c'était dans un local tout neuf, donc sur un plan, c'est facile à faire. Quand on a une contrainte qui nous est imposée, c'est plus complexe. Et je suis allé voir un confrère à Rennes, donc qui était dans un siège neuf aussi, donc voilà, que Outils Océan avait équipé 2 ans auparavant, 2 ans, 3 ans. Voilà, donc dans un siège tout neuf. Donc c'est sûr que ça nous amène à penser à la gestion de tous les flux, à penser à des hauteurs de plan de travail, à hauteur de table de tri, vraiment, enfin c'est beaucoup de détails. Mais donc voilà, donc la table de tri qui est là, vous voyez, donc l'angle est coupé là pour ne pas construire dedans. Donc la table de tri, donc ça c'est la table de tri donc, du courrier, que la hauteur se règle. Et donc on avait commencé à une hauteur de 90, je crois, ou 85. Voilà, et on s'est rendu compte très vite donc, que c'était trop bas. Donc on l'a monté à 92, je crois, de mémoire. C'est là. Donc il y a des pieds sur la table qui fait qu'on a relevé la table et les personnes qui y travaillent, je pense qu'elles font la différence très vite. On propose aussi maintenant dans les services courriers de plus en plus, mais là par contre c'est un petit peu plus coûteux, c'est des postes de tri réglables en hauteur. Ouais. Je ne sais pas s'il a été branché. Je crois que si, il est en fonctionnement. Il y a un moteur électrique. C'est branché. Donc ça se fait. Super. Donc ça, on l'a mis en place notamment à la NAF, où les opérateurs, en fonction de leur taille, commencent à trier le bas des cases, et ensuite pour trier le haut des cases, ils descendent le plan de travail. Voilà. Et c'est la Société Générale, il n'est pas là, mais qui a mis ça aussi en place ensemble. Voilà. Voilà, il est là. Et vous disiez que ça... Non, parce qu'on trie tout le meuble en même temps. Oui. Alors qu'à la MAF, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'organisent pour trier le bas. Bon, certains opérateurs le font comme ça. Et ensuite, ils redescendent le meuble pour trier le haut du meuble. Donc, ce qu'on voulait aussi, c'est d'avoir des meubles qui durent dans le temps. Comme vous dites, Madame H, donc, on travaille ensemble depuis longtemps, c'est vrai. Et on a eu donc à faire d'autres achats donc, de meubles chez vous. Donc, les meubles, croyez-moi, qui sont solides, parce qu'on leur met la vie dure quand même, parce qu'on pose beaucoup de caisses dessus, hein. Donc voilà, et on leur met la vie dure et ça ne bouge pas dans le temps.
Donc, entre autres, donc, alors ici, c'est le meuble donc, où on met toutes nos sacoches, donc, comme la sacoche que je vous ai montré tout à l'heure, la sacoche verte, mais un petit peu plus grande. Donc, il y en a 120 là. Et donc, on a été très soucieux de la hauteur du premier plan de travail et de la hauteur du bas de la dernière rangée ici. Parce que les personnes qui y travaillent, donc, pendant toute la matinée, elles mettent, ce sont des sacoches comme ça. Donc, elles mettent donc alors, je parle de sacoche et de pochette, donc ça, pour moi, ça c'est une sacoche, je ne sais pas si c'est le bon terme. Si. Ça, c'est une navette à courrier. Une navette à courrier, voilà. Et là-dedans, on met donc des pochettes vides, parce que donc, les collègues en agence mettent le courrier dans des pochettes en fonction donc, des services dans lesquels donc, ira donc, le courrier. Et donc, une fois que la pochette est vide, on les remet dans les navettes courrier, c'est ça? Voilà. Du coup, donc, il y en a une dizaine à mettre par navette courrier. Donc, il y a une dizaine par 120, ça fait 1200 par jour à mettre. Donc, ils sont à 3 à le faire. Donc, ce sont des personnes de taille. Il y a des grands, il y a des moins grands. Tout le monde a fait. Alors, moi, mettre en haut, ça va. Mais tout le monde, donc voilà. Donc, on a beaucoup travaillé sur la hauteur, sachant qu'on avait une contrainte, c'est qu'il fallait que tout le meuble rentre sur ce pan de mur-là. Et ça, comme je dis, donc c'est pour ça qu'on est dans un local qui existe. Donc il a fallu qu'on combine donc, notre affaire pour mettre les 120 sacoches ici, là, sur 5 hauteurs, sans que la première soit trop basse et la dernière soit trop haute. Et c'est pour ça qu'on a réduit votre sacoche, parce qu'avant elle faisait 25 cm de hauteur, ou 30, et on l'a réduit de 5 cm ensemble. Voilà, donc c'est pour ça qu'on la solution qu'on a trouvée, c'est de changer toutes les sacoches. Donc on avait des sacoches, parce que bon, plus on va, plus les volumes qu'on transporte diminuent, hein, donc l'air du papier, on en a encore pour quelques années, ça c'est sûr, mais on en transporte quand même moins. Donc on a décidé de faire des sacoches, des navettes courrier moins hautes, qui nous a permis donc de passer, on avait dans notre ancien meuble, on avait fait 4 rangées, nous sommes passés à 5. Et la rangée la plus basse et la rangée la plus haute sont toujours à la même hauteur que ce qu'on avait avant. Donc, chose importante que vous avez dite là, mais ce qui est primordial pour nous, c'est que la sacoche, quand on la met dans la case, elle tient toute seule. Et ça, croyez-moi, quand on met 1200 pochettes dedans, ne pas avoir à lever et à mettre, croyez-moi, quand on le fait tous les jours, donc c'est hyper important. Donc, et ça, c'est une chose qu'on avait vue donc, chez un confrère, où la personne devait soit mettre un scratch sur le haut de sur le plafond de la range d'en dessous, soit ça se fait encore, dans quelque chose de rigide. C'est-à-dire qu'on a la sacoche, on l'a mis ouverte dans la case, mais elle tient ouverte par une bande velcro. Donc là, quand on a 500 cases à équiper, il faut mettre les coudes dans la case, mettre les scratchs, pour peu que ça se décolle au bout d'un moment, parce que le velcro avec des variations de température, il tient plus collé dans les cases, donc c'est vraiment... Donc c'est vrai que c'est un confort de travail d'avoir mis en place les navettes. Et les pochettes qu'on connaît mieux, ce sont des pochettes rigides. Parce qu'on peut mettre des pochettes en tissu qui sont souples. On en a quelques-unes. Croyez-moi qu'on voit tout de suite la différence entre quelque chose qui est rigide, qui est très facile à mettre en place. Je ne sais pas si vous en avez là. C'est de l'impro tout ça, on va pas prévu de sortir tout ça, mais effectivement voilà, c'est intéressant. Vous voyez ça, ça tient tout seul et c'est très facile à mettre dans une pochette. Alors que nous, ce qu'on vend le plus, c'est des pochettes en maille. Si j'en ai. Sinon, donc voilà, ça c'est. On en a, mais comme ça aussi, croyez-moi, c'est beaucoup plus dur à mettre. Quand on en met qu'une seule, ça va. Quand on en met plusieurs centaines par jour. Donc voilà, c'est le détail qui est hyper important. Voilà, le fait qu'elle soit semi-rigide, vide, elle se tient toute seule, donc hop, vous la jetez dans la case. Et par rapport aux pochettes filets, ce que toutes les banques utilisaient auparavant. C'est ce qu'on a développé. On va peut-être avancer, dernier slide, c'est un petit peu les bénéfices que vous avez tirés de ce réaménagement et un petit peu comment l'équipe a vécu cette nouvelle salle courrier. Alors donc les personnes qui y sont, croyez-moi qu'elles sont très heureuses de travailler là-dedans. Donc parce que c'est refait à neuf, c'est sympathique, c'est sûr c'est bien, mais c'est très bien pensé. Et croyez-moi que ça on a vraiment pensé donc à beaucoup de choses. Donc ça, c'est ce meuble-là, c'est celui-ci, mais de l'autre face, ça c'est là où passe chaque collègue prendre le courrier. Pour ça, l'emplacement de la salle courrier était primordial. On a créé un accès au siège juste devant ce meuble-là. Donc chaque salarié passe prendre son courrier en passant avec une... On a cogité, ça va, parce qu'il ne faut pas mettre non plus donc, 300 cases
par rapport au nombre de services qu'on a, parce que c'est beaucoup trop long sinon à trouver. On en a créé donc 58, je crois, de mémoire, avec des détails différents, parce qu'il y a des services qui ont plus de courrier que d'autres. Donc tout ça, ça a été pensé. Donc tout ça, c'est les flux entrants, et tous les flux sortants sont là, ici en dessous là. Donc chaque salarié, quand il a un courrier à faire partir, il le dépose dans les catégories qui sont là. Ça arrive ici, là, derrière, donc c'est le même meuble vu de derrière. Donc on a mis des bacs ici. Et donc pour aller jusqu'au bout du bout, donc les bacs ne sont pas posés comme ça, ils sont posés sur un socle qui se retire pour ne pas avoir à le porter. En fait, les personnes qui y sont des personnes du secteur protégé, qui ont des problèmes donc, de handicap. Hein, donc voilà, on a pensé à tout ça. Donc ici, donc, en fait, c'est sur rail, ça se retire, c'est beaucoup plus facile à porter que de le tirer là et de le tirer. Quoi. Vous voyez. C'est pas pour tout le monde, hein, évidemment, que ce soit les personnes souvent du secteur protégé. Oui, voilà. Mais donc on a été plus soucieux. Donc lié à ça. Voilà. Donc, et après, donc, on ne le voit pas beaucoup sur la photo, mais quand on met un courrier, parce qu'un service A peut envoyer un courrier dans un service B. Donc il le mettra dans la case du service B. Donc ça veut dire que des fentes au-dessus des voilà, donc des on a fait des fentes là, et il ne faut pas non plus que quand un collègue met une enveloppe dedans, que l'enveloppe, vous voyez, tombe par terre. Donc on a mis donc des petits rebords ici, donc avec le nom de chaque service bien sûr. Ici pour ne pas que quand on met un courrier là, que ça tombe par terre, que ça reste dedans. Et en fait, donc, ça veut dire que le tri du courrier donc, se fait en partie par chaque personne. Et donc les personnes et les effectifs qu'on avait là-dedans, donc sur cette tâche-là, je les ai pu leur confier autre chose, donc qu'ils ne faisaient pas avant. Entre autres, toute la gestion du courrier postal. Voilà, donc ça nous a permis d'aller optimiser les moyens humains que nous avons mis donc, sur cette tâche-là et de leur faire autre chose qu'ils ne faisaient pas avant. Donc voilà.